Pourquoi les Gabonais n'appellent-ils presque jamais un architecte pour construire leur maison et préfèrent-ils confier leur projet à un maçon? La question paraît simple, mais sa réponse explique presque tout. Nos quartiers, nos petites boutiques, les salons de coiffure au coin de rue, certaines églises construites à l'arrière des parcelles. Elles expliquent pourquoi nos villes sont majoritairement en béton, pourquoi les projets immobiliers collectifs sont rares et surtout pourquoi chacun semble obligé de se débrouiller seul. La maison n'est que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, on va plonger dessous. Bienvenue dans Dia Explore. Pour comprendre comment construire une maison au Gabon, il faut d'abord comprendre ce que c'est un marché immobilier. Ça paraît un peu technique, mais en réalité, c'est très simple. Dans une économie développée, la construction d'une maison ne commence pas avec un maçon. Elle commence avec l'État. L'État fixe des règles, il définit les zones constructibles, il impose des normes. Ensuite, un promoteur immobilier achète le terrain. Il engage un architecte pour concevoir le projet. Les banques financent, les assurances couvrent les risques, les entreprises construisent, les agences immobilières vendent. Résultat, le logement est produit par un système organisé. Les habitants n'ont pas besoin de construire d'eux-mêmes. Dans un pays comme la France, le Japon ou le Canada, la ville est pensée collectivement. Les quartiers sont cohérents, les infrastructures sont prévues à l'avance. Dans ce modèle, la maison n'est pas toujours un projet familial urgent. Ce n'est pas uniquement un symbole social. C'est souvent un produit économique. On l'achète parce que comme si on achetait une voiture ou un téléphone, enfin presque. Maintenant, quelle est la situation au Gabon? Pour être honnête, ce système existe, mais pour une minorité, pour l'écrasante majorité des Gabonais, oubliez tout ce que je viens de vous dire. Car ici, les choses fonctionnent autrement. Mais avant de continuer, si vous aimez le contenu de la chaîne, abonnez-vous, likez et commentez. Maintenant, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos maisons. Tout à l'heure, je vous expliquais que dans un système organisé, tout commence par l'État. Il pose le cadre, il définit un plan cadastral clair, ensuite viennent les promoteurs immobiliers, puis les banquiers qui financent les ménages. Au Gabon, c'est presque l'exact opposé. Prenons Libreville. La ville possède des plans d'urbanisation. Ils existent. Mais dans les faits, ils ne structurent pas réellement l'expansion des quartiers. Et comme la nature a horreur du vide, l'urbanisation suffit autre chose. Le TK. C'est un peu exagéré, mais pas tant que ça. Concrètement, voici comment ça fonctionne. Étape 1. Chaque famille achète une parcelle isolée, souvent en bordure de route ou juste derrière celle qu'il est. Le plus important, c'est d'être proche de la route principale. Et Libreville, la route principale, c'est très souvent le PK. On reviendra sur les conséquences plus tard. Étape 2. La construction se fait par étapes pour sécuriser le terrain, soubassement, montage des briques, chaînage, toiture, finition. Étape 3. Le budget est fragmenté. Cantine, frein informel, vente, parfois par d'autres moyens un peu moins recommandables. Une seule maison peut mettre 15, 10, parfois 20 ans à être terminée. En clair, chacun se débrouille seul. Pour l'eau par exemple, le compteur de la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour les plus chanceux. Et pour les autres, on construit des puits, des forages et on se fait livrer de l'eau. Pour l'électricité, certains achètent eux-mêmes leurs câbles et leurs poteaux pour raccorder leur compteur. Et au milieu de tout ça, un acteur joue un rôle central, le maçon. Mais dans cette histoire, il pourrait bien être l'arbre qui cache la forêt. Avec toutes ces étapes, la maison devient pour beaucoup de Gabonais l'accomplissement d'une vie. Ce n'est pas qu'un bâtiment, c'est un message social, une preuve de réussite, un héritage pour les enfants. Et le maçon est souvent celui qui rend ce rêve possible, mais il est très loin d'être le seul acteur dans cette histoire. En réalité, tout un écosystème gravite autour de l'autoconstruction. D'abord, nous avons le maçon, qui devient l'acteur central. Il joue le rôle de chef d'orchestre technique du projet. Autour de lui, la briqueterie artisanale. Comme les familles construisent progressivement, elles achètent leurs briques au fur et à mesure. La production locale est plus industrialisée, la demande est diffuse et crée une offre artisanale, les quincailleries de quartier. Elles se multiplient le long de l'axe, ciment, fer, tôle, clous, peinture. Elle fonctionne en flux continu, pas en gros contrat. Le transport informel, camions, pick-up,
livraison de sable et de gravier. Plus la ville s'étale, plus le transport devient stratégique. Et enfin, il y a le foncier lui-même. Des propriétaires divisent leur terrain, des parcelles naissent sans plan détaillé, sans vision d'ensemble. Résultat, des rues en cul-de-sac, peu d'espace public, peu d'espace de rencontre. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce système est organisé. Les tarifs sont plus ou moins standardisés. Le prix des briques, la journée de l'aide maçon, le transport du sable. Chacun connaît les prix, chaque étape a son coût. C'est un marché, mais un marché fragmenté. Et ce modèle permet une chose essentielle, l'autoconstruction. Il donne à chacun la possibilité de bâtir, mais ce système a aussi des conséquences. Et elle ne nous touche pas seulement à l'échelle individuelle, elle se voit à l'échelle du quartier et parfois même à l'échelle de toute la ville. Le moins que l'on puisse dire, c'est ceci. Quand la ville n'anticipe pas, les habitants improvisent. Dans une urbanisation progressive étalée le long des PK, les maisons arrivent avant les équipements publics. Les écoles publiques ne suivent pas, les centres de santé sont éloignés, les zones commerciales ne sont pas planifiées. Les ruelles ne sont pas toujours bitumées. En résumé, on construit les maisons avant de construire la ville. Alors, naturellement, autre chose apparaît. Les petits commerces remplacent les grandes surfaces, les écoles privées ouvrent dans des maisons, les cliniques s'installent dans les parcelles. Si l'hôpital est loin, on s'organise. Le marché est loin, une vendeuse de légumes s'installe au quartier. Besoin de te coiffer? Il y a un salon juste là. Réparer une chaussure? Un cordonnier. Coudre un pagne? Un couturier au coin de la rue. Même les églises et les bars se multiplient, parfois même un peu trop. Plus les habitants s'installent, plus ces activités apparaissent. Et progressivement, ton quartier ressemble à ce que tu vois aujourd'hui. Ce n'est pas du désordre volontaire, c'est une réponse à un vide de planification. Dans ce contexte, les architectes ont du mal à trouver leur place, parce que leur travail suppose un cadre clair, une organisation collective, mais le problème, ce n'est pas l'architecte. Le problème, c'est le système. Existe-t-il des solutions? Oui. Mais elles demandent plus qu'un simple changement technique. Elles demandent une coordination entre l'État, les urbanistes, les banques, les promoteurs et les citoyens eux-mêmes. Une réorganisation progressive, pas du jour au lendemain, parce qu'on ne transforme pas une ville en un décret. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a permis de mieux comprendre le Gabon, likez, commentez et abonnez-vous. Car ici, on ne raconte pas le Gabon, on le comprend. À la prochaine, NJ Explore.